Making Wheeler Dealers is no easy task, and every episode requires a massive effort from a dedicated team of people. We started all those years ago on a niche channel in the UK. Pendant des années, Ed China était le génie tranquille derrière l'établi de Wheeler Dealers, celui qui faisait paraître les réparations impossibles faciles. Puis un jour, il a disparu. J'ai bien peur que ce soit vrai, et j'en suis vraiment désolé. Après 13 ans passés à produire Wheeler Dealers, je vais quitter la série. Voici l'histoire de ce qui s'est passé après qu'Ed a quitté la télévision. S'est réfugié dans son atelier et a commencé à construire discrètement quelque chose que personne n'avait vu venir. Ils ont ouvert le garage d'Ed China et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur vous laissera sans voix. La vérité, c'est bien plus étrange que la fiction. La sortie soudaine, en mars 2017, Ed China a choqué les fans de Wheeler Dealers en annonçant son départ de la série automobile de longue date et appréciée. Pendant plus de 10 ans, ce grand mécanicien affable avait été le cœur de la série, réputé pour ses explications calmes et ses réparations mécaniques minutieuses. Mais après 13 saisons et des centaines de transformations de voitures, Ed a décidé de prendre ses distances, et ce n'était pas parce qu'il avait perdu tout intérêt pour les voitures. Les raisons étaient plus profondes. Des divergences créatives avec la nouvelle direction de la série et un conflit sur le devenir de Wheeler Dealers. La série, initialement une série britannique à petit budget, était devenue un succès mondial. L'émission mettait en relation Ed et son co-animateur, Mike Brewer, qui s'occupait de l'achat et de la vente de voitures d'occasion, tandis qu'Ed s'occupait des révisions mécaniques. Wheeler Dealers se démarquait par les séquences d'ateliers détaillées d'Ed. Les téléspectateurs pouvaient voir l'avant et l'après. Ils ont appris le processus, les rouages, les écrous, les boulons, les particularités et les solutions de contournement nécessaires pour redonner vie à une voiture d'occasion. Cette transparence, ce respect du métier, sont devenus la pierre angulaire de l'identité de l'émission. Mais le changement était en marche. En 2017, Discovery Channel annonçait que la production de Wheeler Dealers serait transférée du Royaume-Uni aux États-Unis sous le contrôle d'une nouvelle société de production. Ce déménagement s'accompagnait d'une nouvelle approche de la production. D'après la vidéo de départ d'Ed, vue des millions de fois en quelques jours, les producteurs souhaitaient réduire les séquences d'atelier. Moins de séquences de réparation approfondies, des montages plus épurés pour un rythme plus soutenu et une durée plus courte. Ed n'était pas d'accord. Dans la vidéo, il explique son raisonnement avec calme mais ferme conviction. Il affirme que la valeur éducative de l'émission serait diminuée par cette approche. Le risque, selon lui, ne concernait pas seulement le format, mais aussi son intégrité. Si les spectateurs ne pouvaient plus voir le travail de manière suffisamment détaillée, l'émission dériverait vers un divertissement superficiel plutôt que vers une véritable documentation de la restauration automobile. Pour Ed, c'était une ligne rouge, et plutôt que de faire un compromis, il l'a franchi. Des rapports internes à l'industrie de l'époque suggéraient que des tensions montaient en coulisses depuis un certain temps. Ce changement de production impliquait également un changement de priorité, passant des détails mécaniques à un public plus large, des racines britanniques à l'influence américano-polonaise. Ed, qui avait bâti son personnage à l'écran sur la transparence et l'accompagnement pratique, ne se voyait pas à sa place dans cet avenir. Son départ a pris les fans de court. Les réactions ont été vives et immédiates. Les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux. Certains étaient en colère, d'autres solidaires. Beaucoup avaient simplement le cœur brisé. Pour de nombreux téléspectateurs de longue date, Ed était l'âme de l'émission. L'autorité tranquille avec laquelle il gérait tout, des boulons grippés aux réparations complètes de moteurs, avait fait de lui un mécanicien d'exception. Quelqu'un en qui on avait confiance, quelqu'un dont on pouvait s'inspirer. Mike Brewer a également réagi publiquement, exprimant sa tristesse face à la décision d'Ed et réaffirmant son engagement à poursuivre l'émission. Mais même s'il accueillait un nouveau co-animateur, l'ancien mécanicien de Formule 1 Ant Anstead, il ne faisait aucun doute que Wheeler Dealers serait différent à l'avenir. L'alchimie entre Mike et Ed avait pris des années à se construire. Leur dynamique n'était pas facile à recréer. Ed, quant à lui, ne s'en prit pas à lui. Il a évité le drame et s'est abstenu de rejeter la faute sur les autres, offrant plutôt à ses fans une explication calme et raisonnée. Mais les implications étaient claires. La version de Wheeler Dealers qui avait fait de lui une figure emblématique n'était plus un lieu où il pouvait exercer ses convictions. Il y a eu aussi des conséquences personnelles. Selon des articles parus dans des médias comme The Sun et Metro, Ed et Mike ont tous deux essuyé des réactions négatives de la part des fans, parfois virulentes,
parfois mal avisé. Ed a reconnu plus tard que sa décision avait suscité de vives émotions et que, même s'il s'en tenait à son choix, les conséquences n'avaient pas été faciles. Dans les interviews qui ont suivi, il a décrit ce départ comme triste mais nécessaire. Une limite avait été franchie et, pour quelqu'un qui valorisait la qualité par-dessus tout, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et puis, il a disparu. Pendant près d'1 an après avoir quitté Wheeler Dealers, Ed est resté discret. Pas de nouvelles émissions, pas d'annonces majeures. Les fans se demandaient sur quoi travaillait-il. Était-il épuisé? En avait-il fini avec la télévision? Les réponses viendraient, mais pas encore. Tout d'abord, Ed China avait besoin de temps. Du temps pour réfléchir, se recentrer et, comme nous le découvririons plus tard, construire quelque chose de nouveau derrière les portes closes de son propre garage. Dans le vide. C'était une absence curieuse et inhabituelle. Ed était depuis longtemps une figure emblématique du monde automobile, non seulement grâce à l'émission, mais aussi grâce à des événements publics, des interviews et des apparitions lors de salons automobiles au Royaume-Uni et ailleurs. Alors, lorsque les nouvelles ont cessé, les spéculations ont pris le dessus. Avait-il définitivement arrêté la télévision? Était-il épuisé? Travaillait-il sur un projet secret? Les questions s'accumulaient, mais les réponses restaient obscures. Les informations sur cette période sont minimes, mais révélatrices. Ed n'a pas complètement disparu. Il s'est simplement replié sur lui-même. D'après des témoignages d'initiés et des entretiens réalisés plus tard, il serait retourné à son atelier, ce même garage qui avait donné naissance à nombre de ses inventions antérieures, comme le fauteuil de bureau motorisé et le canapé homologué. Cette fois, cependant, pas de caméra, pas de scénario, pas de délais externes, juste des outils, des idées et du temps. Ses proches ont décrit cette période comme une période de ressourcement. Après des années de tournage aux horaires serrés et de travail sous les contraintes de la production télévisuelle, il était soudain libre d'avancer à son rythme. Et il l'a fait. Il n'est pas resté inactif, loin de là, mais son objectif a changé. Plutôt que de créer du contenu, il construisait à nouveau pour le plaisir de construire. C'était un retour aux principes fondamentaux. Il bricolait, expérimentait, résolvait des problèmes par envie et non par obligation. L'un des thèmes récurrents chez ceux qui le connaissaient était qu'Ed n'arrêtait jamais de réfléchir. Même hors de la vue du public, il dessinait, prototypait, revisitait des projets abandonnés depuis longtemps. Certaines de ses idées dataient d'avant les marchandages, des concepts qui n'avaient jamais vraiment trouvé leur place dans le format d'une exposition, ou des inventions qui nécessitaient du temps et de l'intimité pour aboutir. Désormais, il avait les deux. Quelques rapports non confirmés à l'époque suggéraient qu'il expérimentait la conversion de véhicules électriques. Cela n'aurait rien d'étonnant. Ed a toujours été intéressé par le développement durable et les motorisations alternatives. Certains ont même suggéré qu'il travaillait sur un moyen de moderniser les voitures classiques avec des transmissions électriques modernes, tout en préservant leur caractère. Mais ce n'était que des rumeurs. Aucune preuve tangible n'est apparue cette année-là pour confirmer ce qui se passait derrière ces portes de garage fermées. Ce qui a filtré, en revanche, c'est la curiosité des fans. Les forums en ligne étaient remplis de discussions demandant où Ed était passé. Les commentaires YouTube se sont illuminés de vieux clips de marchandage, inondés de nostalgie et d'inquiétude. Certains fans ont supposé qu'il avait définitivement quitté l'industrie. D'autres pensaient qu'il complotait quelque chose de grand. Mais la plupart espéraient simplement qu'il allait bien. Mentalement, physiquement, créativement, cette inquiétude n'était pas infondée. Quitter un grand spectacle, surtout un spectacle qui a marqué votre carrière, a des conséquences. Ed lui-même a admis plus tard que la transition avait été émotionnelle et difficile. Bien qu'il soit resté calme lors de ses adieux publics, il venait de couper les ponts avec une plateforme mondiale, un revenu stable et un projet dans lequel il avait investi des années d'énergie. Il n'est pas exagéré de penser qu'il lui a fallu du temps pour assimiler tout cela. Il y a aussi la question du burn-out. Des années de délais de production serrés, de pression pour livrer et de surveillance des producteurs, des fans et des dirigeants peuvent épuiser même les plus résilients. Selon certaines sources proches de l'industrie, Ed avait discrètement exprimé sa frustration dans les mois précédant son départ. L'étincelle créative était toujours là, mais l'environnement ne la soutenait plus. Le garage est alors devenu un sanctuaire. Durant cette période, Ed s'est également éloigné des réseaux sociaux. Son fil Twitter s'est tu, sa chaîne YouTube est restée inactive.
Pour quelqu'un si étroitement associé au DIY et à la transparence, ce silence était presque inquiétant. De temps en temps, des rumeurs circulaient. Quelques fans aux yeux perçants rapportaient d'avoir aperçu lors de salons d'ingénierie locaux ou assistant discrètement à des rassemblements de voitures de collection. Ces apparitions n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Était-il en train de faire une étude de marché, de recruter des collaborateurs, de tester une nouvelle invention en secret? Personne n'en était sûr. Et Ed ne le disait pas. Pourtant, plus le silence se prolongeait, plus le mystère grandissait. Que se passait-il dans ce garage? Ed profitait-il simplement d'une pause bien méritée? Ou était-il, comme à son habitude, en train de rétro-concevoir quelque chose qui allait surprendre tout le monde? À mesure que 2018 avançait, l'impatience montait. Quelques nouvelles énigmatiques ont commencé à apparaître. De brefs articles de blog, des mentions dans des interviews, de subtils indices annonçant quelque chose. Ed n'avait pas disparu. Il travaillait simplement en cachette. Et puis, presque un an jour pour jour après avoir quitté la télévision, une nouvelle miniature est apparue sur YouTube. Sans fanfare, sans campagne publicitaire. Juste une vidéo intitulée Garage Revival. Episode 1. Le nom disait tout, mais avant que le retour ne puisse avoir lieu, cette année de silence avait servi à quelque chose. Ce n'était pas un vide, c'était l'incubation. Et ce qui couvait dans l'ombre de ce garage était sur le point de tout changer. L'atelier s'éveille. En mai 2018, Ed China est revenu, mais pas à la télévision. Il est revenu à sa façon grâce à une série YouTube autoproduite intitulée Ed China's Garage Revival. Après près d'un an de silence, les fans ont été accueillis non pas par un battage publicitaire ni par un changement de marque tape à l'œil, mais par quelque chose de plus simple, de plus pur et d'inimitable Ed. Le concept était d'une authenticité rafraîchissante. Trouver des personnes ayant entrepris des projets de restauration automobile et aidez-les à terminer ce qu'elles n'auraient pas pu réaliser seules. Dans chaque épisode, Ed visitait des garages à travers le Royaume-Uni, travaillant avec des passionnés dont les véhicules étaient restés en sommeil pendant des années. Que ce soit par manque de temps, de compétences techniques ou d'argent, ces projets étaient au point mort, et Ed était là pour les relancer. Mais Garage Revival ne se limitait pas aux voitures. Il s'agissait aussi de personnes. L'émission explorait une dimension émotionnelle plus profonde. La frustration des rêves inachevés, la passion derrière chaque image huileuse, et le soulagement lorsque quelqu'un reçoit enfin l'aide dont il a besoin pour avancer. Ed ne se contentait pas de réparer des moteurs, il redonnait de l'élan. Le premier épisode était centré sur une Volkswagen Golf GTI classique, abandonnée à mi-chemin de sa reconstruction. Le propriétaire, qui avait fait tout ce qu'il pouvait avec des outils et des connaissances limitées, a accueilli Ed dans le chaos de son projet inachevé. S'ensuivit une évaluation méthodique et honnête de l'état de la voiture. Ed ne se laissa pas prendre au piège de la caméra. Il ne simplifia pas les choses pour le plaisir du drame. Il s'est mis à genoux, s'est sali les mains et a expliqué précisément ce qu'il fallait faire et pourquoi. Ce ton est devenu la marque de fabrique de Garage Revival. Il était indéniablement authentique. Pas de voix off, pas de musique préenregistrée. Juste une caméra, une voiture et Ed faisant ce qu'il a toujours fait de mieux. Expliquer des problèmes mécaniques complexes en langage clair. Si une conduite de frein était grippée, il montrait comment la débloquer. Si une boîte de vitesse était désynchronisée, il expliquait la logique interne de son fonctionnement. Pour les fans qui avaient manqué ces épisodes de grande envergure sur Wheeler Dealers, c'était comme un retour aux sources. Les coûts de production étaient modestes par nature. Ed n'était plus soutenu par un studio de télévision. Aucun producteur exécutif ne pilotait le format. Pas de délai de diffusion serré. Il était aux commandes. Il écrivait, présentait et participait même à la réalisation du montage. Ce n'était pas très élégant, mais c'était réel, et c'était précisément le but. La réaction a été immédiate. Le premier épisode a été vu des centaines de milliers de fois en quelques jours. Les commentaires ont ressemblé à des retrouvailles. Les fans lui ont souhaité la bienvenue, l'ont remercié d'être resté fidèle à son style et ont exprimé leur soulagement que sa passion n'ait pas été émoussée par les retombées de la crise. Certains ont même dit que l'émission était meilleure que Wheeler Dealers. Elle était plus personnelle, plus accessible et plus centrée sur le pourquoi de chaque réparation. En coulisses, le lancement de Garage Revival a également été un test décisif. Selon des sources proches du secteur, Ed hésitait à revenir sur le devant de la scène. La série YouTube lui a permis de tâter le terrain sans s'engager dans un contrat à long terme.
Elle lui a donné l'espace nécessaire pour expérimenter et rétablir un lien direct avec son public, sans interférence. Cela a également marqué un tournant dans sa façon d'interagir avec sa communauté. Pour la première fois, les fans pouvaient commenter directement son travail et recevoir des réponses. Ils pouvaient suggérer des voitures à présenter, des techniques à expliquer, ou même signaler des détails qu'il aurait pu oublier. Au cours des mois suivants, d'autres épisodes se succédèrent. Un héros triomphant ici, un Land Rover abandonné là. Chaque histoire se déroulait lentement et sans raccourci. Il ne s'agissait pas de transformation tape à l'œil sur fond de montages musicaux. Il s'agissait de réparations authentiques, soumises à des contraintes réelles. Des réparations improvisées, des boulons tenaces, des accrocs inattendus. Le genre de travail que tout mécanicien amateur connaît bien. Et c'est ce qui a fait le succès de Garage Revival. Il ne s'agissait pas d'atteindre la perfection. C'était une question de persévérance. Ed ne montrait pas aux téléspectateurs comment construire des voitures de spectacle. Il leur montrait comment réaliser ce travail correctement. Le genre de contenu que vous évitez depuis des mois. Ce faisant, il a retrouvé l'esprit du contenu éducatif et pratique sur l'automobile, un contenu qui avait progressivement disparu des médias automobiles grand public. Il convient de noter que si Garage Revival n'a pas connu un succès phénoménal, ce n'était pas nécessaire. C'était un projet personnel. Une façon pour Ed de renouer avec ce qu'il aimait tout en restant indépendant. Et pour les téléspectateurs qui suivaient son parcours depuis des années, c'était un message clair. Il n'avait pas disparu. Il avait juste fait un détour. Fin 2018, Ed avait prouvé qu'il pouvait tracer sa propre voie. Il n'avait pas besoin d'un studio à gros budget pour rester dans la course. Il lui fallait juste une caméra, un projet qui valait la peine d'être terminé et une raison de se retrousser les manches. Avec Garage Revival, les lumières de l'atelier étaient de nouveau allumées. Et cette fois, ils étaient tous à lui. Derrière les portes, donc après un certain temps, une visite privée a été organisée. Ils ont ouvert le garage d'Ed China, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur vous laissera sans voix. Caché derrière des portes banalisées, derrière une allée encombrée et des étagères remplies de pièces oubliées, se trouve l'atelier où Ed a passé des années à construire discrètement un monde qui lui est propre. Et une fois à l'intérieur, difficile de savoir où regarder en premier. Contre un mur trône le tristement célèbre canapé homologué pour la route, un véhicule assemblé à partir de fauteuils, de composants de suspension et d'une pure excentricité. À proximité se trouve la salle de bain motorisée, des toilettes sur roues entièrement fonctionnelles, équipées de plomberie et d'une colonne de direction. Ce n'étaient pas de simples gadgets pour rire. Il s'agissait de véritables véhicules immatriculés qui circulaient autrefois dans les rues, témoignant des possibilités offertes par la rencontre de l'ingénierie et de l'imagination. Mais au milieu de cette merveille et de cette fantaisie, une découverte s'est imposée. Et pas pour le mieux. Selon les personnes présentes lors d'une rare visite privée du garage, caché dans un coin sombre du fond se trouvait un prototype partiellement démonté, autrefois destiné à une démonstration publique qui avait visiblement mal tourné. Il était décrit comme un tabouret de bar autoguidé, une expérience de mobilité personnelle compacte utilisant la stabilisation gyroscopique. Mais le projet avait été abandonné dans un état que l'on ne peut qualifier que d'inquiétant. Des fils pendaient de boîtiers de commande calcinés. Des traces de brûlures noircissaient le contreplaqué en dessous. Un témoin a affirmé que le boîtier de la batterie au lithium avait manifestement subi un événement thermique et que des résidus carbonisés étaient encore visibles sur les équipements environnants. Aucune blessure n'a été signalée, mais les preuves suggéraient qu'Ed avait évité de justesse un grave incendie dans son atelier. Pour un créateur réputé pour son contrôle et sa précision, c'était un rare aperçu des risques d'une innovation incessante. Comme l'a dit un initié du secteur, cette chose semblait vouloir se cuire vivante. Et même si c'est une hypothèse horrible, même si elle est plausible, elle est pertinente. Le garage n'est pas qu'un terrain de jeu. C'est un laboratoire. Ed ne filtre pas ses idées. Il les suit. Certains deviennent des merveilles homologuées pour la route. D'autres, comme le tabouret de bar autodirecteur, subissent des accidents spectaculaires lors des essais. Mais chaque boulon, chaque esquisse, chaque prototype couvert de suie raconte la même histoire. Un esprit qui ne cesse de construire. C'est le côté d'Ed que le public voit rarement. Au final, c'est un inventeur solitaire, entouré d'expériences qui brouillent la frontière entre génie et folie. Et si certaines de ces expériences s'accompagnent d'une ou deux brûlures, cela ne fait que prouver jusqu'où il est prêt à aller pour créer quelque chose que personne d'autre n'oserait tenter.
réinvention. Après le succès modeste mais sincère de Garage Revival, Ed Sheena s'est retrouvé à un carrefour critique. Il avait prouvé qu'il pouvait le faire seul. Son nom, sa réputation et sa passion suffisaient à faire tourner une série sans le soutien d'une grande chaîne. Mais pour Ed, se réinventer ne se résumait pas à un simple retour à l'écran. Il s'agissait de faire évoluer son rôle dans le monde de l'automobile. Son absence de la télévision grand public lui avait permis de réévaluer non seulement sa carrière, mais aussi ses priorités de créateur et d'ingénieur. Alors que beaucoup le connaissaient encore comme l'homme de Wheeler Dealers, Ed avait passé des années à réfléchir discrètement au-delà des moteurs à combustion traditionnels. Bien avant que l'essor des véhicules électriques ne se généralise, il s'était intéressé à des concepts de transport durable, à des motorisations alternatives et à des solutions hybrides. Désormais, disposant d'une plateforme entièrement sous sa main, il pouvait enfin rendre cette réflexion publique. En avril 2021, Ed a lancé une nouvelle série sur YouTube, Ed China's Workshop Diaries. Le format était simple, mais la vision était plus vaste. Contrairement à Garage Revival, qui consistait à aider les autres à finaliser leurs projets bloqués, Workshop Diaries emmenait les téléspectateurs directement dans le garage d'Ed, son univers intime d'outils, de projets et de prototypes. C'était un retour au contenu approfondi et éducatif qui avait fait sa renommée, mais avec une touche d'avant-garde. L'émission proposait des épisodes hebdomadaires, la plupart d'une durée de 20 à 40 minutes, couvrant une variété de sujets, du démontage de moteurs à l'analyse de composants de véhicules électriques. Mais ce qui le rendait unique, c'était son ton. Workshop Diaries ne cherchait pas à remplacer la série télévisée de manière rudimentaire et survoltée. C'était une série intime, honnête et au rythme délibéré. Ed s'est adressé à la caméra comme un vieil ami, guidant les spectateurs à travers chaque étape d'un projet, expliquant non seulement ce qu'il faisait, mais aussi pourquoi. L'un de ses premiers projets consistait à convertir une vieille Mini classique à l'énergie électrique. C'était une démonstration de faisabilité. Ed voulait montrer que les conversions électriques n'étaient pas forcément sans âme. Ce caractère, ce charme et cette esthétique classique pouvaient perdurer, voire prospérer. Associés à des transmissions modernes, les spectateurs ont pu découvrir le travail d'ingénierie concret impliqué. Adaptation des supports moteurs, sélection des batteries, câblage des unités de commande, rien n'a été négligé. Et le message était clair. Il ne s'agissait pas seulement de réparation automobile. Il s'agissait d'ingénierie durable avec des implications concrètes. Au fil de la série, Workshop Diaries a élargi son champ d'action. Certains épisodes se sont penchés sur des travaux de restauration traditionnels, comme la remise à neuf des systèmes de suspension, le dépannage des boîtes de vitesse ou le diagnostic des problèmes de système d'alimentation en carburant. D'autres ont exploré des sujets plus conceptuels, comme le développement de panneaux de carrosserie légers à partir de matériaux recyclés ou l'expérimentation de systèmes de freinage régénératifs sur d'anciennes plateformes. Il y a même eu des épisodes où Ed a testé des outils faits maison ou a proposé de longues séances de questions-réponses basées sur les questions des téléspectateurs. Aucun sponsor n'a dicté le contenu. Aucun annonceur n'a dicté la direction. C'était la curiosité et le savoir-faire, sans interruption. À bien des égards, cette série représentait la déclaration d'intention la plus claire d'Ed à ce jour. Un mélange d'éducation, d'innovation et d'accessibilité. Il remettait en question les idées reçues, encourageant amateurs et professionnels à considérer leur garage non pas comme un espace de stockage, mais comme un laboratoire. Workshop Diaries a reçu un accueil extrêmement positif. Les commentaires des fans, anciens et nouveaux, ont afflué, saluant la clarté des explications, la profondeur des connaissances et le calme absolu que la série procure. Ce n'était pas tape à l'œil, mais c'était profondément satisfaisant. Les téléspectateurs avaient le sentiment d'apprendre auprès de quelqu'un qui se souciait de l'avenir de la mobilité. La série comportait également un fil conducteur émotionnel non exprimé. On sentait, épisode après épisode, qu'Ed avait mis du temps à guérir après son départ des concessionnaires Wheeler. Il n'y avait aucune amertume, juste une confiance tranquille en lui, celui d'avoir retrouvé sa voie. La série était thérapeutique. La réintroduction lente et progressive d'un homme au monde, selon ses propres conditions. À l'aube de sa deuxième année, Workshop Diaries était passé d'une chaîne YouTube de niche à une plateforme incontournable. Une communauté d'ingénieurs, de bricoleurs, de passionnés de voitures anciennes et de visionnaires partageant les mêmes idées. Ed invitait occasionnellement des invités,
parfois d'anciens collaborateurs ou des amis du secteur, mais l'attention ne s'est jamais détournée. L'événement est resté un one-man show axé sur le travail honnête, la réflexion approfondie et l'ingénierie qui compte. Et cela nous amène naturellement à une vision plus globale. L'héritage d'Ed China. Le parcours d'Ed met en lumière un point souvent négligé dans le monde en constante. Évolution des médias et du divertissement automobile. Rester fidèle à ses principes. Ed aurait pu rester chez les concessionnaires Wheeler. Il aurait pu accepter les salaires et s'adapter à une version plus rapide et plus voyante de lui-même. Mais il ne l'a pas fait. Il a abandonné une formule gagnante, car elle ne correspondait plus à sa conviction profonde. Le processus est aussi important que le produit, que le comment est aussi important que le quoi. Cette décision, aussi risquée fût-elle, lui a valu le respect bien au-delà de la communauté des passionnés d'automobile. Il est devenu un symbole d'intégrité dans un secteur où le compromis est souvent la norme. Son engagement pour la transparence, la qualité et l'éducation n'a pas faibli lorsque les caméras se sont éteintes. Au contraire, il s'est renforcé. Aujourd'hui, Ed continue de rédiger des journaux d'atelier. Il explore toujours de nouveaux sujets et de nouvelles technologies. Il répond toujours à des questions que la plupart des émissions ne prennent jamais la peine de poser. Et pour chaque adolescent qui prend une clé à molette pour la première fois, chaque garagiste qui se débat avec un boulon récalcitrant, chaque ingénieur qui se demande s'il est possible de faire évoluer les vieilles machines vers un avenir plus propre et plus vert, il est là, calme, patient et infiniment curieux. Sa présence en ligne est un véritable mentorat à grande échelle, un rappel que l'artisanat n'est pas mort. L'ingénierie est une question de résolution de problèmes, de patience et de détermination. Êtes-vous d'accord? Dites-le nous dans les commentaires.